À Zurich, vous avez quand même une tradition de longue date, on peut le dire, sur cette relation, ce partenariat public-habitant, ce partenariat entre le canton, entre les municipalités et les coopératives. Sur quoi est-ce que ça se base? Quels sont les éléments qui constituent ça en termes de règlement, en termes de loi, en termes de tradition locale, de pratique? Comment est-ce que ça marche? C'est la même histoire que vous avez donnée. C'est la question comment on peut intégrer les milieux, les couches sociales des ouvriers dans la société. C'est une chose industrielle, de l'histoire industrielle. Ça se formait aussi, comme chez vous, dans les premières années du XXe siècle. C'était le cas spécial à Zurich peut-être est que dans les années 20, on a spécialisé les rôles des coopératifs et le rôle de l'État. L'État s'occupe, comme vous avez montré, des appartements subventionnés, des appartements HLM, et les coopératifs sont aidés par l'État, mais c'est une relation assez choisie des deux côtés. C'est un contrat, c'est pas loi. Et si je fais certains services pour la société, je peux profiter de certains avantages qui me propose la ville. Alors, ce sont surtout les terrains, ce sont certains aides dans le financement des projets, et ce sont des services judiciaires aussi, administratifs, que la ville me donne si je dis je suis une coopérative de l'intérêt public. Je paye aussi des impôts comme tous les professionnels, mais je me déclare comme d'intérêt public, alors j'ai certains aides de l'État. Ça, c'est très compliqué. C'est les niveaux de la ville de Zurich qui a certaines spécialités. C'est le canton, c'est aussi l'État fédéral avec les aides de l'Office de logement et tout ça, fonds de roulement, des choses comme ça. Alors, la question, c'est, tu parlais tout à l'heure de cette question notamment liée à l'attribution des terrains, et tu parlais de cette question sur les aides au financement. Finalement, quels sont les mécanismes dont vous disposez à Zurich en termes de politique publique qui permettent de faciliter, de favoriser cette relation entre les coopératives et les municipalités? J'ai expliqué, si on discute en Allemagne, il faut toujours séparer les mots subventionnement et aide, parce que dans la langue allemande, à l'Autriche et en Allemagne, ils pensent toujours ce sont des aides financières. Hein. Et chez nous, il y a ces aides, mais je crois que la chose la plus importante est l'aide idéale. Et les terrains. Au moment si nous sommes dans une phase extrêmement spéculative, les prix des terrains ont triplé dans les 10 années passées. Au moment, c'est presque impossible d'acheter des terrains sur le marché libre. Alors, les droits de superficie, c'est seulement un quart de tous les terrains qui appartiennent des coopératives. Ils achètent aussi sur le marché libre. Maintenant, c'est presque pas possible. Alors, les droits de superficie de la ville sont très, très importants. C'est aussi un problème pour la ville parce que les terrains, eux aussi, ils n'ont pas tellement, hein. C'est une situation assez difficile au moment. Si ça dure avec cette phase de boom, qui a des aspects positifs, mais qui a aussi des grands problèmes de diversité, d'intégration sociale et du marché immobilier. J'aimerais poser la même question à Éric Rossio, donc du point de vue des coopératives genevoises, quels sont les outils qui ont été mis en place? Sur quoi est-ce que vous travaillez actuellement en termes de partenariat? Alors, quand on a rencontré le conseiller d'État Moutino sur la question il y a 15 ans,
On a essayé de faire avec lui aussi un inventaire de tous les obstacles qui se posaient aux coopératives et notamment aux jeunes coopératives. Alors, on a identifié 4 obstacles qu'on a ensuite essayé de transformer dans la législation genevoise. Le premier obstacle, c'était les terrains. Donc, on s'est dit, on n'a pas accès au terrain. Donc, on a déposé un projet de loi pour créer la Fondation pour la promotion du logement bon marché et de l'habitat coopératif. Fondation qui a été dotée de 30 millions pour acheter des terrains et les remettre à 50% aux coopératives et à 50% aux fondations de l'État de Genève. Ça, c'était le premier point qu'on a identifié, première solution qu'on a apportée. Deuxième point qu'on a identifié de problématique pour les coopératives, c'est l'apport de fonds propres. Et notamment, l'apport de fonds propres dans deux sens. D'une part, pour le coopérateur, pour trouver les 5% qu'il lui faut amener de fonds propres. Et puis, d'un autre côté, pour pouvoir disposer de capital pour commencer la construction, alors que on n'a pas encore tous les habitants ou que on n'a pas encore l'autorisation de construire. Donc là, on a déposé aussi 2 autres projets de loi. Un pour l'aide aux coopérateurs de la part de l'État. Donc l'État prête aux coopérateurs les 5% qu'il lui faut comme fonds propres. Et le coopérateur a 5 ans pour rembourser l'État. On parle de 20 000 francs à peu près. Hein. Donc c'est une aide, mais c'est assez lourd de rembourser 20 000 francs en 5 ans. C'est plausible, ça nous fait un capital, mais voilà. L'autre chose, et ça c'est ce qui nous est le plus utile actuellement à Genève, c'est que entre le moment où on commence la réflexion sur la construction d'un immeuble, où on engage un architecte, on fait un concours d'abord, ensuite on engage un architecte, ensuite on engage des mandataires, ensuite on dépose une demande d'autorisation de construire, il y a 1 année et demie qui se passe et il y a à peu près 10% de l'entier du bâtiment qui est dépensé en prix du coût de revient. Donc nous, on construit un immeuble à 60 millions au centre de Genève, ça veut dire qu'on va dépenser 6 millions jusqu'à l'autorisation de construire. Et ça, l'État est conscient de ça et nous met cet argent à disposition sous forme de prêts que nous remboursons quand nous avons 6 mois, on a 6 mois après l'entrée moyenne des locataires. Donc les locataires ont amené les fonds propres et que nous, on a eu un crédit de construction. Et ça, c'est l'aide fondamentale pour que les coopératives, notamment les petites coopératives, puissent arriver de l'idée à la réalisation. Sinon, voilà, il y a un autre dernier élément qu'on a mis au point aussi avec l'État, c'était de dire l'accès aux banques, l'accès aux finances. Et on s'est rendu compte que l'accès aux finances, il était très difficile durant la partie qui précède la demande d'autorisation de construire. Parce que là, la municipalité en général n'a pas encore donné le droit de superficie, la banque n'a pas les parts sociales des habitants, donc la banque, elle a très peu de sécurité. Bon, moi je croyais que quand on faisait un métier bancaire, on prenait des risques aussi pour prendre des intérêts. Mais non, pas du tout. En fait, c'est un métier sans risque. Et donc on nous prête uniquement quand tout est ficelé. Et là, l'État de Genève est aussi venu au secours des coopératives d'habitants, ça il y a plus longtemps encore, en disant effectivement, pour acquérir la propriété, il nous faut 20% de fonds propres. Si les gens doivent mettre 20% de fonds propres, on ne s'adresse qu'à une élite, qu'à un certain monde favorisé, et ces gens-là pourraient également aller dans le marché de la propriété privée, puisque c'est ce qu'on leur demande aussi avec les 20%. Donc l'État a mis dans sa loi générale sur le logement un article pour le cautionnement des coopératives sans but lucratif jusqu'à une hauteur de 95% des fonds. Ce qui fait que la banque, elle, peut maintenant nous prêter jusqu'à 95%, puisqu'elle a son 15% un petit peu problématique qui est cautionné par l'État, pour arriver au 20%. Et nous, on peut partir avec 5%, donc on peut s'adresser du coup à une tranche de la population qui est beaucoup plus vaste que ceux qui peuvent mettre 20%. Si on prend 100 mètres carrés, on construit pour 500 000 francs, donc il faut quand même amener 100 000 francs. C'est plus le même type de calcul que d'amener 25 000. Et le dernier effort, c'est le cinquième, en fait, j'avais dit 4, mais le dernier effort, c'est la durée du droit de superficie. De pouvoir dire,
on vous remet un terrain sur 99 ans, le maximum de ce qu'on peut faire dans la loi, dans le code civil. 99 ans, ça nous permet d'étager l'amortissement de nos bâtiments sur une très longue période et donc de faire des prix bas de loyer pendant cette très longue période. Voilà. Alors après, on discute quand on nous dit oui, mais ici c'est 50, ici c'est 90. Vraiment, le plus long temps de droit de superficie nous permet d'avoir une politique sociale du logement telle que les collectivités le veulent. Merci Eric pour cette réponse très détaillée. Donc on comprend effectivement que vous avez façonné la loi, vous avez façonné le contexte. Vous avez aidé un peu, ouais. En tant que juriste, ouais. Et du coup, les conditions cadres nécessaires pour les coopératives aujourd'hui à Genève sont quand même relativement favorables. Est-ce que c'est plus ou moins favorable qu'à Zurich? Je sais pas, il me semble. Du coup, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on a ce genre de choses sur le canton de Vaud, à Lausanne? Je sais pas, peut-être je vais demander à Eleonora Krebs de savoir si vous êtes au courant de ce genre d'outils. Bon, écoutez, alors malheureusement, nous sommes à la ville de Lausanne, nous sommes en faveur de cette politique, nous voulons la mener, mais nous ne sommes pas en partenariat avec les cantons pour ça. Le canton, pour l'instant, est en retard par rapport à cette volonté de comment dire, soutenir le coopérative d'habitation participative. Voilà. Mettons comme ça. Dans lequel un groupe d'habitants qui veulent vivre ensemble souhaitent construire un immeuble ensemble et puis qui ont quelques moyens mais pas suffisamment, mais qui pourront l'avoir peut-être plus tard. Donc on essaye de trouver maintenant un mode de financement. Donc le service cantonal et le département cantonal qui a changé plusieurs fois de nom et que je ne sais pas quel est son nom actuel, excusez-moi, j'ai malheureusement beaucoup d'autres choses à faire, et nous a fait savoir récemment que c'était pas un sujet prioritaire pour eux. C'est pas qu'ils s'intéressent pas, mais ils ont d'autres priorités. Donc, nous, la ville de Lausanne, on va chercher de notre côté des solutions pour aider les coopératives, mais évidemment, une solution paritaire canton-commune dans le canton de Vaud aurait été idéal, parce que on a fait beaucoup de choses de manière paritaire jusqu'à présent. Et on a plutôt une bonne entente avec les cantons. C'est pas la question des oppositions idéologiques, mais simplement il y a pas le même intérêt, pas la même compréhension. Et donc nous cherchons de notre côté comment nous pouvons aider les coopératives avec des aides de fonds propres ou des prêts qui pourront être remboursés plus tard. On est malheureusement dans un climat financier très tendu à Lausanne aussi en même temps, donc c'est difficile de venir avec un préavis au conseil communal pour demander une enveloppe de 30 millions ou de 50 millions pour ça. Alors voilà, donc mais nous ne baissons pas les bras. Cet automne, on va essayer de passer à l'action vis-à-vis du conseil communal pour demander effectivement une forme de financement qui pourra rendre service aux coopératives pour qu'ils puissent lancer des projets et payer les premiers coûts des études ne serait-ce que partiellement jusqu'à l'obtention du crédit. Il y a aussi une idée qui a été, parce que mardi on a eu une table ronde à l'université qui est sortie aussi à ce moment-là, de dire que est-ce que les grandes coopératives, par exemple, pourraient chapeauter des petites coopératives, puis qu'on ferait une espèce de mix entre un bout de financement par une coopérative bien établie, qui a les moyens, qui peut allonger quelque argent, la ville, et la coopérative qui naît, qui va elle aussi participer. C'est quelque chose qu'on est en train de réfléchir aussi. On va trouver. Je ne sais pas si vous avez vérifié sur ce point-là, parce que vous avez quand même monté un système un peu comme ça. Mais Alphonse, non. Partenariat entre institutionnel et habitant. Oui, je crois aussi qu'il faut discuter le rôle des nouveaux coopératifs. Il y a le mot Baugruppe en Allemagne, alors des gens qui veulent construire pour eux-mêmes. Ça, c'est pas notre projet. Hein. Nous, nous voulons construire pour la ville, pas pour nous. Et ça, je trouve très important et ça ouvre beaucoup de portes. Alors, tu peux t'aider,
tu peux fusionner, tu peux discuter avec les coopératives traditionnelles pour qu'ils t'aident, pour qu'ils font des projets ensemble. Nous avons fait cette Merazone que tu as mentionné. C'est 65 coopératives maintenant qui ont fondé une nouvelle coopérative pour avoir l'argent, pour expérimenter, pour faire des trucs un peu fous. Mais il faut vraiment travailler ensemble. Et je trouve que c'est assez dangereux si on toujours attend l'État pour créer des nouveaux modèles et des nouveaux subventionnements et des nouveaux aides, parce que ça produit des dépendances aussi, et ça produit des conflits politiques. Nous avons le problème maintenant que les droits dans le Parlement essayent la droite essaye à supprimer que les gens, alors il essaye à régler que vous avez raconté des décennies passées, que les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent peuvent entrer dans les coopératives. Hein. Ça détruit le système. Hein. C'est très 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 dangereux. Qu'est-ce que t'arrives à Genève il y a eu un débat qui effectivement dont on a été malheureusement écarté sur la loi sur les logements d'utilité publique, où le Parlement s'est entendu gauche et droite pour dire il faut un socle de logement social, ce qui est bien. Et dans ce socle, on a mis les coopératives. Et donc, tout le monde a été d'accord pour une loi qui dit et bien maintenant les coopératives ne peuvent plus faire que du logement social. La gauche n'a pas vu passer le ballon. Et non, mais c'est vrai, c'est dommage, quoi. Et on se retrouve avec une loi, alors qu'on a dû négocier après pour permettre quand même que presque le 3/4 de la population puisse aller dans les coopératives. Mais avant, toute la population pouvait aller dans les coopératives, et c'est ce qui faisait cette mixité sociale qu'on recherchait. Donc le concept coopérative est tellement pas connu, compris, que personne n'a vu qu'on était en train de vider un petit peu le mouvement coopératif de son sens. Je profite que j'ai le micro qui marche pas, mais le micro quand même, pour dire que, alors la ville de Genève, elle, qui est plus comparable à la ville de Lausanne, a créé un fonds alimenté à raison de 2,5 millions pour justement aider les coopératives dans le temps entre le moment où il commence et l'autorisation de construire. Et ce fonds est régulièrement ce fonds de 2,5 millions a suffi, parce que c'est des petits projets qui se sont adressés à la ville, mais ça fait maintenant, c'était la création de la CODA, c'est juste après la création de la CODA que la ville a fait ça, donc c'était il y a 20 ans. Ok, donc là on a abordé pour cette première partie de la table ronde cette question des outils institutionnels de ce partenariat public-habitant. Comment est-ce qu'on a forgé ça au cours du temps? Comment ces choses sont en train d'évoluer? Maintenant, j'aimerais aborder une deuxième question qui me semble essentielle dans pourquoi est-ce qu'il y a un interlocuteur coopératif des outils d'aménagement. C'est justement le projet d'aménagement. On parle souvent de la coopérative comme un outil pour construire des bâtiments, et puis on regarde le bâtiment avec ses appartements, et puis comme une espèce de finalité du processus de la coopérative. Et puis ce que j'aimerais illustrer à travers justement les trois projets peut-être qu'on a ici représentés ce soir, c'est justement cette question de les coopératives non pas comme outil de planifier un bâtiment, mais de planifier un quartier. Et puis, il me semble qu'il y a plusieurs exemples emblématiques dont vous pouvez parler. Merazwonen à Zurich, peut-être l'écoquartier du Stan à Nyon, peut-être Métamorphose à Lausanne et les Vergers. C'est des exemples qui sont aujourd'hui en chantier ou en début de projet, hein. Donc c'est du frais, c'est tout neuf, et je pense qu'on est aujourd'hui en train de vivre ce passage de l'échelle du bâtiment à l'échelle du quartier. Est-ce que vous avez aussi cette perception, Andreas? Oui. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça marche à Zurich, alors? Comment vous faites? Parce que personne, peut-être, connaît forcément Merazwonen ici. Oui, c'est exactement cette discussion. Si un groupe construit pour soi-même,
cherche un concept de convivialité, un concept d'appartement aussi, d'architecture peut-être. Et nous avons quitté ça. Nous sommes convaincus de la qualité de la ville européenne. Nous cherchons de créer cette qualité qu'on a perdue dans la modernité en rassemblant toutes les forces urbaines, je pourrais dire, en rassemblant toutes les organisations comme les coopératifs pour créer des espaces qui ont la qualité d'intégration, diversité, écologie, aussi même des structures commerciales, refonctionner les centres de la ville. Et ça, c'est le grand projet qui est très fascinant au moment. Il y a des premiers projets qui démontrent ça. Je crois que c'est un changement complètement de la notion de l'architecture, du planification. C'est aussi une démocratisation de la planification parce que nous avons une manifestation le samedi prochain qui appartient à la ville. Je crois que ça, c'est la question qui se pose maintenant. C'est pas les technocrates, c'est pas les professeurs, c'est la société civile de la ville qui est demandée pour discuter ces questions. Alors moi, ce que j'aime bien quand j'entends ce genre de propos, c'est que c'est pas seulement un discours théorique, c'est que en fait, t'es en train de le faire, t'es en train de le fabriquer, vous êtes en train de construire un quartier de 13 bâtiments, quelque chose comme ça. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu concrètement, là, vous êtes en train de terminer le chantier, on parle de quelle échelle là-dessus pour bien illustrer qu'on parle plus d'un bâtiment? On parle de 400 appartements et les appartements sont très différents. C'est des appartements normaux pour des familles, c'est des studios, c'est un hôtel, c'est des grands appartements de colocation, c'est aussi des groupes des handicapés, c'est tous les rez-de-chaussée sont pas des appartements. C'est espace commercial, c'est aussi un peu difficile. Il faut apprendre ça comme coopératif d'habitation pour faire les trucs juridiques. C'est un business un peu différent, mais il faut faire ça. Nous travaillons avec la ville. Il y a 2 maisons qui ont des infrastructures scolaires dans les rez-de-chaussée. On fait un hôtel, ça. Je dis. Oui, c'est 100. Pardon. Les espaces publics. Oui. Il y a la grande idée du projet de faire une place dans le centre qui ressemble un peu d'une place très connue à Zurich, Ida Platz, dans un quartier de fondation du 19e siècle. C'est 190 millions de francs sauf terrain, un investissement. Donc voilà, 190 millions construits par un groupe de coopératives qui planifie les espaces publics, les équipements de proximité et qui les planifie en impliquant les futurs habitants. Ça, c'est un élément sur lequel il faut préciser comment est-ce que vous travaillez là-dessus. C'est quoi le rôle des futurs habitants dans cette planification? J'ai essayé de faire la différence entre les groupes qui font pour eux-mêmes et les projets urbains. Hein. Au moment, c'est 1288 personnes qui vont habiter là. Hein. Nous avons la statistique tous les jours. C'est complètement impossible de discuter avec 100 088 personnes 6 années avant que les maisons sont terminées. Leur idée personnelle. Je ne trouve pas le mot exact. Il faut faire un discours politique, je trouve, avec les gens. Nous avons commencé avant la compétition architecturale, nous avons invité tout le monde qui est intéressé, même pas seulement les coopérateurs. On a invité tout le monde et on a fait une compétition ouverte, publique. Alors, le jury a discuté, mais tout le monde a pu être présent.
dans ce processus, nous faisons une sorte de université urbaine, on pourrait dire. Alors nous traitons tous les thèmes qui sont actuels, le urban gardening, l'intégration des différentes couches sociales, tout ça, mais sur des formats comme ici par exemple, où on visite des autres projets et on invite tout le monde. Et on a une seule règle, c'est pas permis de parler de ton appartement. Alors, il faut chercher des idées d'appartement, il faut chercher des idées d'urbanité, mais il faut pas discuter son propre appartement. Ça, nous trouvons un peu ridicule. Et ça, je trouve, c'est la clé. Hein. Non, je crois qu'il y a un truc intéressant qui se passe là. On est en train de voir différents types de coopératives. Hein. Quand on parle d'un côté de coopératives d'habitants et puis de bas au groupe et de dire mais l'important c'est de construire de la ville, c'est de construire, c'est d'aller chercher de l'innovation, d'aller chercher. C'est pas les mêmes, on n'est pas sur les mêmes concepts hein, forcément avec le même terme de coopérative. Entre ce que fait Zurich avec toutes ces nouveautés qui viennent année après année changer la façon de concevoir la ville, le bâti, et puis une certaine quête de certaines personnes de chercher à habiter leur immeuble. Quand tu dis on ne parle pas de notre appartement, d'autres commencent par leur appartement. Donc là, je pense qu'il y a vraiment un mix à trouver. En tout cas, bon, nous à la Coda, on se met au service des futurs habitants. Et c'est pour ça que c'est complètement différent aussi de ce qu'ils font, de ce que fait Andreas. C'est que nous, on se met au service des futurs habitants avec un avant-projet déjà fait, pour les amener dans leur appartement. Et nous, on ne penserait pas faire un immeuble et ensuite chercher les futurs habitants, parce que c'est pas du tout notre concept. Notre concept étant de travailler avec les futurs habitants. Donc voilà, on a plusieurs pratiques différentes et qui sont intéressantes. Moi, je voulais demander à Jérôme Chenal, comme tu parlais tout à l'heure de cette relation finalement de qui c'est qu'on implique là-dessus. Andreas, il apporte une perspective qui est assez novatrice sur en fait cette distinction des futurs habitants avec l'utilité publique de ces nouveaux quartiers qui sont planifiés. Disons que moi je suis tout oui. J'aime bien écouter ce genre de choses parce que c'est de nouvelles manières de faire. Moi, je dirais les garde-fous, les bémols que je mettrais sur ce genre de choses, c'est que finalement, c'est toujours la même question de la légitimité d'un groupe à s'accaparer ou à produire un morceau de ville. En quoi l'association des coopératives serait meilleure qu'une municipalité ou, je vais faire un peu de provoque, serait meilleur qu'un promoteur privé pour faire de la ville. Si je parle strictement de qualité. Alors, on peut démontrer très souvent que la participation amène plus de qualité, certes, mais à un moment donné, se pose la question de l'échelle d'intervention et se pose aussi la question, puisque là derrière, on est sur des disponibilités foncières ou pas. Finalement, on pourrait poser la métamorphose à Lausanne, puisque le terrain appartient à la ville, donc c'est très facile de faire. Mais donc la ville décide, elle pourrait donner ça à un promoteur privé, entièrement, elle pourrait faire elle-même, elle peut déléguer, elle peut mixer tout ça. Donc il y a à un moment donné des choix, et puis ces choix doivent rencontrer aussi une légitimité, parce qu'on peut pas, c'est pas la participation à tout va qui, parce qu'on a demandé à 3 personnes, que c'est forcément mieux et plus équitable pour la construction de la ville. Donc, c'est là, je dirais, pour moi, dans ce genre de choses, je ne doute pas de la qualité qu'il y a là derrière, je m'interroge sur les mécanismes et finalement sur le poids des coopératives qui sont un acteur parmi les autres, mais est-ce qu'on a encore ces spécificités véritables du début, parce que on a aussi des promoteurs privés qui justement cherchent maintenant à faire de la participation, parce qu'ils se rendent compte que le projet passera beaucoup mieux s'ils font de la participation. Donc ils prennent ce que vous avez de spécifique pour essayer d'en faire la même chose. Donc moi, ce qui me plaît là derrière, c'est qu'il y ait de multiples acteurs qui fassent de multiples choses, mais il faut que tous ces acteurs soient
légitime par rapport à l'intérêt public.